Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire. On va parler d'isolation par l'extérieur, d'isolation des murs par l'extérieur. On va faire le point un peu sur les différentes techniques, l'intérêt, l'enjeu, pourquoi isoler. On va balayer un peu tous ces sujets-là. Donc, pour commencer, on va commencer par vous présenter le service. Donc là, c'est le service public de la rénovation énergétique. Nathalie et moi, ici présentes, on est conseillers France Rénov, ou également un Espace Info Énergie. Donc on est là pour vous donner des informations sur tout ce qui est aide financière. On fait du conseil en rénovation pour vous guider vers les choix de travaux performants. Des choix de travaux qui vont permettre également de faire des économies d'énergie. On fait aussi du conseil sur tout ce qui est énergie renouvelable. Euh, c'est du conseil indépendant, ouvert à tous, des conseils techniques, on fait des conseils techniques par téléphone, c'est souvent la porte d'entrée. Aussi, si ça nécessite de prendre un rendez-vous, ben, du coup, on cale un rendez-vous ensemble dans nos locaux. On intervient sur tout le territoire de la Savoie, donc c'est sur rendez-vous. Également, on va accompagner les projets plus conséquents qui nécessitent un accompagnement sur du long terme pour la rénovation globale, etc. Et on organise également des animations comme ce soir, des webinaires, on fait aussi des conférences et des visites de chantier parfois. Donc les sujets que l'on va aborder ce soir. Quels sont les avantages de l'isolation par extérieur, les points de vigilance auxquels il faut faire attention avant de se lancer dans le projet. On va voir également les différentes finitions, différentes techniques d'isolation, des petits points d'attention et quoi faire pour commencer son projet. Mais avant tout ça, un petit préambule sur les enjeux et surtout sur la démarche à suivre. Donc la démarche, nous, on va prendre comme modèle la démarche Négawatt, qui est qui se qui est sous trois grands axes. Le premier, qui est le plus important, qui va être la sobriété. Donc faire d'abord un travail de sobriété, c'est-à-dire est-ce que c'est pertinent d'être deux dans un logement de 400 mètres carrés? C'est un sujet qui fait partie de la sobriété. Est-ce que avoir quatre frigos pour deux personnes, c'est de la sobriété? Voilà, tous ces sujets-là sont des sujets de sobriété. Donc d'abord faire un travail de sobriété, c'est important avant de se lancer dans des travaux d'isolation, parce que l'isolation, c'est deuxième volet, c'est l'efficacité. On peut aller faire des travaux d'isolation, être efficace, chercher de la performance, mais si le premier volet n'est pas abordé, vous continuerez à dépenser beaucoup d'énergie au final. Et le troisième volet, c'est l'énergie renouvelable, aller dépenser l'énergie qui est produite de manière renouvelable. Ça va être un peu la ligne directrice de nos conseils. Ensuite, tout projet va commencer par une évaluation de la performance actuelle du bâtiment. Ça peut se faire via un DPE, donc un diagnostic de performance énergétique. Celui-ci permettra alors sous forme de calcul, hein, bien sûr, c'est un calcul qui se fait, qui est très normé, qui est très réglementé. Et ce DPE va mettre en avant, d'où où part l'énergie. Est-ce que ça vient des murs? Est-ce que ça vient des fenêtres? Est-ce que ça vient de la toiture, etc. En fonction de l'historique du bâtiment, de l'origine de la date de construction, ça va permettre de déterminer un peu le type de travaux qu'il faudrait faire en priorité ou qui auraient le plus d'impact. Voilà, donc il y a pas mal d'éléments qui sont pris en compte dans ce calcul des PE. Si vous n'avez pas de diagnostic de performance énergétique, nous, on a la capacité de vous diriger sur des grands axes de travaux. On ne va pas vous faire le calcul des PE, mais avec l'époque du bâtiment, de ce qui est des travaux qui ont déjà été effectués, ça permettra d'avoir une ligne directrice des travaux à suivre. Une fois qu'on a ça, qu'on a fait le point sur le bâtiment,
on va pouvoir définir un projet de rénovation en gardant une vision globale. La vision globale, c'est très important. Euh, c'est ce qui permet d'éviter des problèmes par la suite et aussi c'est ce qui va permettre de faire un gain énergétique le plus important. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on fait un remplacement de fenêtre, par exemple, ça va avoir un impact sur la future isolation par l'extérieur. Ça va également avoir un impact sur la ventilation du bâtiment. Isoler les combles, ça peut également avoir un impact sur la ventilation, si vous n'en avez pas. Parce que le jour où il y a besoin de tirer des gaines de ventilation dans les combles, ben, on va se retrouver avec l'isolant. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et avoir une vision globale du bâtiment pour bien organiser tout ça. Ça ne veut pas dire, même si c'est très bien, le mieux c'est de faire tous les travaux d'un coup, mais si c'est pas possible de faire tous ces travaux d'un coup, avoir une vision globale du bâtiment permettra de mieux gérer le séquençage de travaux et faire en sorte que les travaux soient bien réalisés. Donc voilà, définir un projet avec une vision globale. Et ensuite, un dernier préambule, c'est la notion de confort. Parce que si on va isoler, c'est pour améliorer le confort. Donc ça, c'est juste pour garder en tête que le confort, enfin, la température ressentie du corps, c'est la moyenne de la température de l'air qui nous entoure et de la température des parois qui nous entourent. Donc si on a des murs qui sont froids car pas isolés, vous aurez beau chauffer à 22 dedans, votre thermomètre il affichera 22, mais vous pourrez quand même avoir une sensation d'inconfort. Il y a aussi le brassement d'air qui va jouer sur le confort. Lorsqu'on est soumis à des courants d'air, on a une température ressentie qui diminue. Chose qu'on va rechercher pour le confort d'été, par exemple. Pour améliorer le confort d'été, on va brasser de l'air pour baisser notre température ressentie. Mais c'est l'inverse qu'on va chercher en hiver. On va essayer d'éviter le mouvement d'air pour améliorer notre température ressentie. Voilà, donc ça, c'est la fin du préambule. On va rentrer dans le vif du sujet avec l'isolation par l'extérieur. Donc, quels sont les avantages de l'isolation par l'extérieur? Donc, il y en a plusieurs, hein. Le premier avantage, ça va être la continuité de l'isolant. Le fait d'isoler par l'extérieur, vous allez avoir l'isolant qui va être continu sur la surface et pardon, vous n'aurez pas l'isolant qui sera coupé par une dalle béton qui sépare deux niveaux, par exemple. Il sera de même pour les cloisons. Voilà, l'idée, si on isole par l'extérieur, ça va être de mettre l'isolant sur toute la surface des murs et de manière continue. Donc ça va permettre de gérer les ponts thermiques des dalles ou des murs de refend également. Et un gros avantage surtout, c'est que ça va permettre de conserver l'inertie du bâtiment dans l'espace chauffé. C'est-à-dire une fois qu'on est, donc c'est sur le dessin, c'est la partie droite, hein, l'isolation par l'extérieur. Euh, Dans le dessin, on voit bien que on a l'isolant qui recouvre toute la partie du mur. Bon, c'est un schéma, hein, bien sûr. Euh, il recouvre toute la partie du mur et également la toiture. Et en fait, la partie grise, qui est la partie béton, qui est lourd, qui met du temps à chauffer. Et si ce béton il est isolé de l'extérieur, il va garder sa chaleur plus longtemps. Et du coup, de cette manière, c'est ce on appelle ça l'inertie. De cette manière-là, ça va permettre d'atténuer les écarts de température qu'il y a à l'extérieur. Ça va marcher aussi bien en été qu'en hiver. Sauf si en été, bien sûr, vous faites rentrer de la chaleur via les fenêtres ou d'autres apports solaires. Si ça commence à chauffer vraiment dans le bâtiment, bah là, du coup, l'inertie, une fois qu'il fera chaud dans le bâtiment, ça va rester chaud. Sauf que l'été, toute cette partie béton va mettre du temps à chauffer, autant qu'en hiver. Mais vous serez protégé de l'extérieur avec l'isolant qui sera à l'extérieur. Donc ça, c'est un des gros avantages, ça va être ça. L'isolation par extérieur a aussi l'avantage de faire des travaux à l'extérieur du bâtiment, donc en site occupé. Vous pouvez vivre dans le logement
et faire des travaux à l'extérieur, voilà, ce sera vivable, contrairement à l'isolation par l'intérieur où c'est chantier à l'intérieur. L'avantage aussi, ça va être d'améliorer l'esthétique du bâtiment. Si vous avez votre façade à refaire, crépi à refaire, ça peut être l'occasion de se poser la question de l'isoler par l'extérieur. Et à l'extérieur, ça permet souvent de faire de poser une isolation d'une épaisseur conséquente. On n'a pas la contrainte de la surface habitable réduite à l'intérieur. Isolé par l'intérieur, des fois, si on fait des calculs, ça fait plusieurs mètres carrés en moins habitables, ce qui ne sera pas le cas à l'isolation par l'extérieur. Alors, par contre, ça se fait pas n'importe comment. Il y a quand même des points de vigilance auxquels il faut faire attention. Donc, le phasage des travaux est primordial. Si vous avez un projet d'isolation par extérieur futur, mais vous savez, vous n'allez pas faire ça tout de suite, mais peut-être dans quelques années, attention à ne surtout pas changer les menuiseries aujourd'hui et encore moins les volets roulants. La pose de volets roulants aujourd'hui enfin, impliquera des problèmes par la suite pour l'isolation des murs par l'extérieur. Pourquoi? Là, sur la photo, enfin sur le petit croquis, on voit un bonhomme qui est pas content parce que il y a le volet roulant qui est au milieu du tableau de menuiserie, on appelle ça. Et lorsqu'on fait l'isolation des murs par extérieur, pour aller vers quelque chose de performant, on va venir faire un retour d'isolant jusqu'à la fenêtre. Donc tout le contour de la menuiserie, il va être habillé par une fine couche d'isolant d'environ 2 centimètres. Et donc, si on a des volets roulants, on va se retrouver avec un rail au milieu de ce tableau de menuiserie, un coffre également en haut du tableau de menuiserie, et ça empêchera de venir mettre l'isolant jusqu'à la menuiserie. Et on va se retrouver du coup avec un pont thermique sur cette menuiserie. Donc, une menuiserie avec un pont thermique, ça va être acceptable, on va dire, euh, mais sur l'ensemble de la maison, ça commence à faire beaucoup de ponts thermiques, et du coup, ça fait un investissement important pour l'isolation par extérieur avec une présence de pont thermique partout quand même. On n'ira pas au bout de la performance. Ce serait dommage. Donc c'est là où c'est important d'avoir une vision globale du projet. Et ensuite, oui, alors on va plutôt privilégier une pose au nu extérieur du mur. C'est encore rare de voir ça, mais il y a quand même des artisans qui arrivent à le proposer. Donc les menuiseries posées au nu extérieur, ça va être comme lorsqu'on fait une menuiserie posée au nu intérieur. Vous avez l'isolant qui continue avec la menuiserie. Et ben, ce sera la même chose, mais à l'extérieur, avec les fenêtres qui s'ouvriront toujours à l'intérieur, ce qui est quand même le plus pratique. Euh, et du coup, voilà, le fait de faire ça, ça va permettre d'avoir un traitement des ponts thermiques et des liaisons entre postes de travaux plus performantes. Une menuiserie qui a déjà été changée et il faudra voir si c'est possible de bien réaliser une isolation des tableaux de menuiserie. Sur les côtés et sur le linteau, en général, c'est assez facile. Enfin, c'est courant que ce soit réalisable. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est au niveau du bas, au niveau de l'appui de fenêtre avec la goutte d'eau. Il y a souvent cette contrainte, c'est la goutte d'eau qui doit pouvoir évacuer l'eau par-dessus l'appui de fenêtre. Et donc là, si la goutte d'eau n'est pas suffisamment au-dessus de l'appui de fenêtre, on ne pourra pas glisser un isolant dessous. Et ça posera problème. Et donc privilégier la pose des volets roulants après l'isolation, ou du moins pendant l'isolation, les deux artisans doivent être mis en contact pour pouvoir gérer ça correctement. Dans le cas du bâti ancien, il y a des précautions particulières. Déjà, il ne faudra pas poser n'importe quel isolant. Ça, c'est important. Alors, il y a souvent un débat sur est-ce qu'il faut isoler une maison en pierre. D'un point de vue thermique, oui. Isoler par l'extérieur, ce sera forcément un gain d'énergie, même sur une maison en pierre. Après, ça va être plus compliqué, enfin plus complexe en tout cas. Le choix d'isolant, vous ne pourrez pas mettre n'importe quoi. La mise en œuvre devra être euh, bien maîtrisée. Alors forcément, ça va épaissir les murs,
Parce que lorsqu'on parle d'isolant, on parle de entre 14 et 20 centimètres, tout dépend de la performance ciblée et de l'isolant choisi. Donc oui, ça va rétrécir, enfin, ça va diminuer un peu la luminosité au niveau des ouvertures. En tout cas, c'est quelque chose qui est réalisable avec des matériaux qui sont peut-être moins courants, mais qui existent, et il y a des artisans qui sont capables de faire ça. Donc sur le bâti ancien, il faudra privilégier des isolants ouverts au transfert de l'humidité. Et du coup, ce sera des matériaux capillaires. Capillaires. La capillarité, c'est le concept du morceau de sucre que l'on met dans le café, et le café remonte le long du morceau de sucre. Ça, c'est ce qu'on appelle la capillarité. Sur une maison en pierre ou en pisé, il faudra absolument mettre un matériau qui soit capillaire. Pour si jamais il y a de l'humidité dans ce mur, que cette humidité puisse s'évacuer à l'extérieur et qu'il ne reste pas dans le mur. Ce qui risque de dégrader l'isolant à terme et l'intérieur du bâtiment, l'humidité, elle va finir par aller quelque part et dégrader si c'est pas fait dans les règles de l'art. Voilà. Et ensuite, côté extérieur, prévoir un pare-pluie, effectivement, dans le cas d'un bardage, par exemple, il faut prévoir un pare-pluie ouvert à la vapeur d'eau pour que l'isolant puisse, s'il y a de la vapeur d'eau dedans, que cette vapeur d'eau puisse s'évacuer à l'extérieur du mur. Donc c'est possible, mais avec pas mal de précautions. On parle aussi de décroutage des murs, oui, si nécessaire. Si vous êtes sur un enduit ciment, ce sera, d'après moi, obligatoire. Si c'est en enduit chaud, pas forcément. Si c'est en enduit chaud qui est capillaire, du coup, ce sera pas obligatoire a priori de décrouter. Ça, c'est aussi l'artisan qui va prendre, avec ses compétences, qui va définir s'il y a besoin de décrouter ou pas. En tout cas, il faudra bien s'assurer que le mur ne soit pas sujet à des problèmes d'humidité majeurs. Que ce soit un mur en parpaing ou en pierre, hein, ce sera la même chose, hein, mais il y a beaucoup plus de risques par la suite si c'est un mur en pierre qui est déjà soumis à des problèmes d'humidité. On a parlé tout à l'heure un petit peu de continuité d'isolant, donc effectivement, lorsqu'on fait des travaux d'isolation par l'extérieur ou même tout type de travaux d'isolation, on va chercher la continuité de l'isolant. C'est-à-dire, ce petit schéma, ça montre un petit peu une partie d'isolation par l'extérieur sur le haut du mur qui vient rejoindre une isolation d'une partie comble, comble perdu, où là, on voit bien les deux isolants qui sont posés de manière contiguë. On va vraiment chercher à faire une enveloppe complète du bâtiment pour avoir de la performance. Pour avoir l'idée de, ben, lorsqu'on met un pull, on met un pull qui continue sur l'ensemble du haut de notre corps, en tout cas. Donc, ça va être la même chose pour l'isolant. Et donc, on va chercher à jointer chaque interface entre l'isolation des murs, des combles, l'isolation des murs et des menuiseries, etc. Nico? Oui. Est-ce que, alors j'ai pas de questions sur le chat, Mm. comme on a abordé quand même pas mal de choses déjà et des choses assez techniques, Ouais. donc est-ce que tout est clair pour tout le monde? Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une petite pause et que on réponde à des questions éventuellement? Ou est-ce qu'on continue? Ouais. Il y a Vincent Vous, qui a des ok, questions. vous réactivez votre. Alors, je réactive. Hop, Oui, merci. voilà. Une question, lorsque sur un bâti ancien qui date de 48, c'est un mélange béton et pierre, hein, c'est une reconstruction post-guerre en dommages de guerre. Mm. Est-ce que quand il y a une isolation intérieure qui a été posée, qui a une vingtaine d'années, c'est de la laine de verre, et qu'on envisage de faire une isolation extérieure, qu'est-ce que vous conseillez est-ce que vous conseillez d'enlever l'isolant intérieur ou pas? Bonne question. J'aurais pas une réponse très précise. Et effectivement, une histoire de règles est un tiers, deux tiers. Normalement, vous êtes censé respecter un tiers d'isolant intérieur et deux tiers d'isolant à l'extérieur.
Donc théoriquement, si vous avez 10 centimètres à l'intérieur, il faudrait au moins 20 centimètres à l'extérieur. Mhm. Après, il y a une solution pour vraiment être sûr de votre coup, si vous pouvez pas poser 20 centimètres à l'extérieur, c'est de faire valider ça par un bureau thermique qui va vous faire une étude de migration de vapeur d'eau. D'accord. Ça va Et, pas forcément être évident, mais sinon, auquel cas, si vous voulez pas prendre de risque, oui, ça veut dire défaire à l'intérieur pour pouvoir isoler à l'extérieur. Ça, c'est d'un point de vue migration de vapeur d'eau. et sur des murs comme ça, en béton, mélange béton-pierre, est-ce qu'il faut faire un décroutage d'un crépi qui me semble, moi, déjà très fatigué, mais c'est pas la Ouais, peine. si vous êtes sur un enduit ciment, ouais, ce sera préconisé. Mm. Ça Et, évite tout risque. et c'est de faire un espèce de ponçage, non? Enfin, c'est quoi? Le Décrouter, décroutage? Ouais, ouais. c'est souvent pas marteau-piqueur, mais mince, le perfo, quoi. Perfo pour décrouter. Enfin, tout dépend comment il se détache. Ouais. Ok, merci. Perfo ou à la main avec le bon vieux. J'ai oublié le terme. Les outils faits pour ça, quoi. Ouais, il y a de la surface. On va faire Oui, c'est au perfo, ça me semble plus rapide. Ouais. Après, Merci. faut surtout décrouter en bas de mur. Sur quoi? Sur 1 mètre 50 à peu près. Mm. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre à nu tout le mur, mais en tout cas le bas de mur. Et après, simplement piquer par certains endroits. Plus vous montez, plus vous allez juste piquer le haut du mur pour permettre par endroit de cette gestion de l'humidité. Mhm. D'accord. Voilà. Ok, Quoi merci à qu'il vous. en soit, effectivement, on ne fait jamais de travaux d'isolation sur un mur qui présente des taches d'humidité ou sur lequel on suspecte des remontées capillaires. Ou voilà, il faut d'abord traiter les problèmes d'humidité et une fois que le mur est traité et que c'est sec, on peut à ce moment-là partir sur l'isolation. Et est-ce qu'on descend sur les fondations? Oui, je crois que c'est abordé dans la suite, ça. Bon. Ah, bah, c'est celle d'après. C'est la slide d'après. On va en parler tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent en profiter pour poser des questions? Ah, peut-être Sylvie, je suis pas sûr si. Ah, mais non. Ah, Sylvie, il y avait une question, pas de question. Non, Non, pas de question. Ok, pardon. Eh ben, on va continuer. Hop. On va continuer sur la continuité de l'isolant. Voilà. Et donc oui, la question du soubassement, effectivement, c'est pour aller vers quelque chose aller au bout de la performance. Ça, c'est pas évident de trouver des artisans qui vont proposer ça, mais l'idée ensuite, c'est redescendre en dessous de l'isolant. En fait, qui sera sur le mur, et dans les règles de l'art, l'artisan, il peut pas le faire descendre ça au-dessus en dessous d'un centimètre du sol. Normalement, il n'est pas censé arrêter l'isolant à 5 centimètres du sol. Il faut qu'il respecte une distance de 20 centimètres. Du coup, il y a certains cas où vous allez vous retrouver avec un gros pont thermique tout autour de la maison. L'idéal dans ce cas-là, c'est de venir plaquer un autre isolant qui va venir faire la jonction, donc un isolant imputrescible, qui va venir faire la jonction entre l'isolant de la façade et le soubassement, donc descendre de plusieurs dizaines de centimètres sous la terre, dans la terre, dans le soubassement, pour traiter ce pont thermique périphérique tout autour de la maison. Donc là, c'est le cas lorsqu'on a une dalle qui est à un niveau à peu près du sol extérieur. Ce sera plus compliqué sur le bâti ancien. Le bâti ancien, ça va être délicat d'aller fouiner les fondations. Les artisans qui vont pas aller vouloir fouiner là-dessous pour pas avoir des conséquences sur la tenue des murs.
Mais voilà, dans la mesure du possible, cibler ce genre de travaux. Des fois, ça peut être le terrassier qui est un terrassier ou un maçon qui vous fait la saignée tout autour, et des fois, c'est le particulier qui va poser, lui, l'isolant ou faire le terrassement. Un autre point particulier, ça va être la présence de balcons. On a une question sur les balcons? Oui, Ouais. j'étais en train de répondre à Thierry, donc Ok, tu vas l'aborder par rapport à la gestion des balcons. Donc, bah, du ok. coup, voilà, on va l'aborder maintenant. Pour aller vers quelque chose de très performant, l'idéal, c'est de cisailler les balcons et refaire un balcon autoporté en bois. Voilà, après, une solution assez drastique. Ça va également faire un budget plus conséquent, hein. Euh, donc, soit vous acceptez le pont thermique et les 20 centimètres en moins sur le balcon également, parce que l'isolant va prendre de l'espace sur ce balcon. Soit vous supprimez le balcon et vous n'en avez plus besoin du balcon. Soit vous faites le choix de scier le balcon, enfin faire scier le balcon, et recréer un balcon ou une terrasse en bois autoporté, qui va venir être rapporté sur le mur après l'isolation. Est-ce que ça a répondu à la question qui était sur le chat? Oui. Alors, sinon, on avait une question aussi de Michel. Si on a deux façades sans ouverture et deux avec beaucoup d'ouverture, est-ce qu'on peut faire de l'ITE sur les façades sans ouverture et éventuellement de l'isolation intérieure sur les deux autres? Alors, c'est pas une histoire de balcon, mais c'est vrai que oui, ça mérite Ouais. explication parce que il y a des particularités. On peut le faire, mais il faut pas le faire n'importe comment et il y a des choses Mm. auxquelles il faut faire À, attention justement, à à prendre en compte. prévoir. Ouais. Alors effectivement, mixer isolation par extérieur et isolation par intérieur, c'est les choses qu'on va préconiser. Nous, s'il y a pas de choix, enfin s'il y a des contraintes architecturales, vous avez une paroi qui donne sur une rue avec un trottoir. Si vous n'avez pas l'autorisation de faire l'isolation de cette paroi, du coup, vous allez être contraint de l'isoler par l'intérieur. Par contre, si vous n'avez pas de contraintes architecturales, nous, on va fortement vous conseiller d'isoler plutôt par l'extérieur pour conserver l'inertie à l'intérieur du bâtiment. Clairement, c'est pas du tout ce sera pas vraiment la même efficacité. Après, s'il y a besoin, enfin s'il n'y a pas le choix et si vous êtes obligé de mixer intérieur et extérieur, il y a des précautions qu'il faut prendre. C'est-à-dire que l'isolation par l'intérieur devra revenir sur une certaine distance pour traiter les ponts thermiques. C'est vrai qu'on n'a pas de schéma là-dessus. On n'a pas de schéma. C'est embêtant ça. En gros, si vous isolez les trois murs d'une maison, 1, 2, 3, ouais, je crois qu'on voit comme ça à l'écran, et le mur du haut, si vous l'isolez par l'intérieur, l'isolation par l'intérieur devra revenir à l'intérieur sur les façades qui sont isolées par l'extérieur, si vous voulez pouvoir traiter les ponts thermiques. J'espère que ça a répondu à la question. Et j'étais en train de faire un petit schéma là pour voilà, je sais pas si c'est Ok. Ouais, tu je- veux le montrer? oui, je sais pas si on le voit là à l'écran. Moi, j'ai pas mon écran là. Oui. Ouais, c'est ce principe-là, effectivement, soit par Voilà. Donc en l'intérieur, soit par fait, l'extérieur. quand on a un mur ici, si on fait une isolation extérieure, mais qu'on s'arrête juste au niveau des murs, on va C'est continuer à avoir, un voilà, peu, on va un peu continuer plus haut. un peu plus haut. Ouais, voilà. Ah oui, voilà. On va continuer à avoir ici et là des ponts thermiques. Donc, si on veut mixer ces isolations, il faut faire un retour ici d'isolant pour couper les ponts thermiques au niveau comment, des angles de mur. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair avec le schéma ou pas, mais. Et après, j'étais en train de répondre aussi à Guillaume, mais je pense que ça serait mieux
qu'ils prennent la parole, si c'est possible, par rapport au fait de mixer différentes épaisseurs ou différents types d'isolants en fonction de l'orientation de la façade. Hmm. Est-ce que Guillaume est par là? Est-ce qu'il a pris le micro? Oui. Je vais Oui, commencer à te donner un bonsoir. élément de réponse. Oui, bonsoir. Alors, mixer les épaisseurs, si c'est d'un point de vue budgétaire, clairement, la différence de budget entre un isolant de 14 et un isolant de 16 sur le devis, ce ne sera pas monstrueux. Après, ça peut s'entendre. Par exemple, si vous avez un escalier et que quand vous mettez 20 centimètres, ben, du coup, vous pouvez plus utiliser l'escalier. Effectivement, là, il peut y avoir des contraintes qui poussent à réduire l'épaisseur. Après, oui, ça se fait. Mixer les épaisseurs, ça se fait. C'est un peu pénible pour les artisans, pour la mise en œuvre. Donc, eux, ils préfèrent vous mettre la même épaisseur partout. Est-ce que j'ai Après, répondu là, à la question? oui, je m'interrogeais aussi pour le confort d'été. A priori, il y a certains isolants qui sont plus préconisés pour du déphasage Mm. et du coup me paraissaient plus stratégiques en façade sud, par exemple, plutôt qu'en façade nord où ils sont pas trop ensoleillés. Oui, ah oui, vous parliez aussi de la mixité du type d'isolant, pas seulement l'épaisseur. Ok. Euh, ouais, effectivement, il y a des isolants qui vont permettre un peu plus de confort d'été que d'autres. Ça va surtout être sur les façades ouest, le confort d'été. Mais en fait, le confort d'été vient surtout de l'isolant qu'on met en toiture. C'est la toiture qui est la plus sollicitée en été, beaucoup plus que les autres parois. Donc s'il y a bien un choix de matériaux à faire qui est important, c'est sur la toiture, pour le confort d'été. Ensuite, sur les façades, alors, moi, j'ai pas les compétences d'un artisan, d'un façadier. J'ai- on le voit pas mixer le type d'isolant par façade, on le voit pas en fait. Je pense que c'est plus intéressant pour le façadier d'aller commander 200 mètres carrés du même isolant que commencer à faire avec un bout de ceci et un bout de cela. Je pense que c'est beaucoup plus efficace pour lui pour la mise en œuvre. D'un point de vue thermique, ouais, effectivement, la question elle peut se poser. Façade ouest, est-ce que ça vaut le coup d'aller mettre en isolant plus dense, plus lourd, type fibre de bois est-ce que ça vaut le coup Ce qui serait peut-être plus judicieux, c'est cibler un bardage, par exemple, côté ouest. Un bardage, vous avez une ventilation qui se fait. C'est-à-dire que la chaleur, le soleil, avant d'attaquer directement l'isolant, il tape sur le bardage et là, vous avez une sorte de ventilation sous le bardage. Ça fait un peu tampon. D'accord, et ben merci pour les conseils. Et après, le type d'isolant, c'est aussi lié à la composition de votre paroi, de votre façade. Mm. C'est-à-dire que selon si vous avez de la pierre ou du moellon, vous n'allez pas mettre les mêmes isolants. Donc, si vous avez un mur en pierre, vous ne pourrez pas forcément vous permettre n'importe quel type d'isolant. Ça sera plus facile sur des murs en parpaing, par exemple. Mm. Ouais, justement, on parlait juste après des différents types de finitions qui vont varier également en fonction du type de mur. Vincent, qui a une question. Oui, euh, donc c'est un balcon en béton hein, qui est fixé dans le mur. Ouais. Il y avait une proposition d'envelopper le balcon dans l'isolation extérieure et de créer donc un volume type loggia fermé avec des fenêtres Mm. et en supprimant les huisseries qui existent actuellement entre les chambres et le balcon, hein. Donc ça ferait un agrandissement de surface quelque part. Ouais. Et l'hypothèse, c'est que bah, d'une part, ça évitait de scier le balcon, Mm. mais l'hypothèse faite par le gaz de cette proposition, c'est qu'en été, ça chauffe. Pardon, en hiver, D'ailleurs, du ça fait de chauffe. l'inclinaison du soleil, ça chaufferait la loggia et Mm. ça chaufferait Mm. l'étage. Voilà. Ouais. Oui, mais attention. Attention, les vérandas, etc. Euh,
Pour moi, il faut avoir l'avis d'un architecte. Un architecte qui a des notions bioclimatiques. Si c'est le vendeur de véranda qui vous propose ça et qui connaît pas le bioclimatisme, les notions bioclimatiques, attention. Parce que Non, c'est un architecte qui me propose ça. c'est un architecte, d'accord. Eh Et ça ben me... oui, pardon. Non, allez-y, allez-y. Non, mais ça modifie tellement l'aspect de la maison que je suis un peu hésitant, quoi. Oui. Ouais, bah, oui, la question esthétique, ça c'est un peu propre à chacun. C'est subjectif. Mais d'un point de vue objectif, moi, la première chose à laquelle je pense, c'est le confort d'été. Et vitrage avec les vérandas, attention, parce que si vous avez plus si vous avez les vitrages qui sont en plein soleil tout l'été, ben, votre véranda, vous n'allez pas vous en servir l'été. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de technique en fait, la véranda. Et qui va l'être de plus en plus parce que avec le climat qui se réchauffe, c'est un sujet important. Faut se protéger, faut isoler pour l'hiver, mais aussi pour l'été. Ok, Donc comme ça, merci. c'est difficile. Si c'est un balcon qui est plein ouest, attention, vraiment, forcément prévoir des protections solaires. C'est un balcon qui est est et qui est sud. Et si on enveloppe le balcon dans l'isolant, à ce moment-là, la paroi va être quasiment à l'aplomb du toit. Je perds le Le retrait. déport. Mm, Et oui. mm, Alors en hiver, c'est super, hein, ça va bien donner dessus. Mais en été, ça va être donné aussi un peu dessus, quoi. Voilà. mm. Voilà. Mais Ok, merci en tout cas pour vos conseils là. ça marche. Je continue, j'enchaîne sur les finitions du coup. Donc les différentes finitions. Donc le plus classique, ça va être l'enduit, la pose avec enduit. Donc c'est les panneaux rigides qu'on vient venir cheviller, coller sur le mur existant. Donc ça c'est ce qu'on trouve sur les maisons en parpaing, en briques, maçonnerie, enfin mur maison après 48 souvent. Euh, donc on vient cheviller, coller les panneaux, une ou plusieurs couches, ça dépend. Ensuite, on vient faire un premier enduit, on y insère une sorte de trame, une sorte de grillage, et ensuite on vient enduire par-dessus le grillage. Ça se fait en deux couches. Une première couche pour faire tenir la trame, et une deuxième couche de finition, voire peut-être une troisième couche. Donc c'est une esthétique assez classique, hein, comme on enduit un crépi maison traditionnelle, quoi. Voilà, donc là c'est bon, là on indique privilégier les enduits minéraux pour éviter tout risque de dégradation. Alors l'artisan qui fait ça, il est censé utiliser un complexe de matériaux qui vont ensemble, c'est-à-dire il y a l'isolant avec la trame qui est vendue avec, les chevillages collages et l'enduit qui va avec. C'est un complexe. Il y a des organismes qui valident des matériaux et ces matériaux sont validés si on utilise cet ensemble de matériaux. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, qui est tout à fait réalisable hein, sur un mur en parpaing ou mur en briques, mais qui va être plus appropriée sur les murs qui ne sont pas plans. Je n'ai pas précisé sur la slide du dessus. Ça peut éventuellement être réalisé sur des murs en pierre, mais si le mur est très plan, ce qui est rarement le cas sur une maison en pierre. Parce que c'est des panneaux semi-rigides, voire rigides, donc du coup, les panneaux, bah, faut que ce soit vraiment plan, quoi, vraiment droit. Donc le bardage, ça va être une solution, soit un choix, parce que vous souhaitez partir là-dessus, soit une solution lorsqu'on a des murs qui ne sont pas plans. Donc là, l'idée, c'est on va venir fixer des montants à la verticale sur la paroi existante. Entre les montants, on met de l'isolant. On finit avec un pare-pluie qui peut être soit sous forme de panneau rigide, comme on voit ici, soit sous forme de membrane. Ensuite, sur la membrane ou sur le pare-pluie, on va fixer des sortes de tasseaux, des litos, des tasseaux, sur lesquels on va fixer le lambris avec une grille d'aération en dessous, une grille d'aération anti-rongeur en dessous, et également tout en haut.
tout en haut de la paroi en bois. Voilà. Donc ça va être sous forme de bardage. Alors là, du coup, on va avoir beaucoup plus d'épaisseur, hein, parce que les isolants sont souvent moins rigides, donc ils vont être un peu plus épais. Et on a aussi l'épaisseur des tasseaux et du bardage. Donc on augmente fortement l'épaisseur. L'avantage, ça va être côté sud et ouest, par exemple. Vous avez une sorte de ventilation qui se fait sous le bardage, comme j'expliquais tout à l'heure, qui va permettre de refroidir un petit peu, enfin de limiter l'effet du rayonnement du soleil sur la paroi. Donc l'isolant aura moins de boulot à faire pour vous protéger l'été. Effectivement, c'est plus abordable. On a oublié le L, pardon. C'est plus abordable pour les auto-rénovateurs. Effectivement. Voilà les deux principales types de poses, hein. Il n'y a pas. Après, vous avez d'autres choses comme la- l'isolation par extérieur en paille, par exemple, mais ça, c'est des choses vraiment particulières. Les points d'attention, du coup, ça va être ben, l'interface avec la menuiserie. Donc là, on voit peut-être un peu plus en détail que l'autre photo. On voit bien un isolant jaune là, qui est posé tout autour de la menuiserie, donc sur les tableaux de menuiserie. Et ensuite, il y a le volet roulant qui est posé par-dessus. Par-dessus l'isolant. Le volet roulant, le rail du volet roulant est posé par-dessus l'isolant. Et donc là, le petit bonhomme, il est content. Et donc, il faudra poser la menuiserie un tout petit peu avant l'ITE, mais que ce soit bien géré, que les deux artisans puissent échanger ensemble. Il faudra bien prévoir des dormants suffisamment épais. Donc les dormants, c'est la partie fixe hein, de la fenêtre, c'est qui ne s'ouvre pas pour qu'on puisse venir plaquer l'isolant contre. Ce qui est souvent difficile avec les menuiseries alu, qui ont la particularité d'avoir des châssis assez étroits. Donc attention avec les menuiseries alu sur l'épaisseur du dormant. Et voilà, privilégier une pose au nu extérieur dans la mesure du possible. Donc on va venir poser la menuiserie côté mur extérieur, c'est-à-dire ici, là, cet endroit-là. Nicolas, Oui, j'ai une question là qui peut peut-être intéresser d'autres personnes. C'est Thierry. Sa maison est déjà isolée, 6 centimètres de polystyrène, donc ancien, avec un enduit de finition, et il demande s'il peut envisager une surisolation ou est-ce qu'il vaut mieux déposer l'isolation existante. Alors, pas évident de répondre. ouais. Bah, Euh, en partie, déjà, ça dépend de l'état mm, de l'isolant actuel, c'est-à-dire parce que le risque, c'est effectivement que si l'isolant actuel se décolle par endroits ou qu'il n'est pas très stable, ben de risquer de voir l'isolation, la nouvelle isolation qui va avoir de mauvaises performances, parce qu'il risque d'y avoir du coup des infiltrations d'air ou bien ça risque de pas être très très bien collé ou de se décoller dans le temps et du coup d'anéantir un peu, en tout cas une partie des performances de cette isolation extérieure. Moi, c'est ce que je vois déjà. ouais, il y a ça. Et puis aussi l'artisan, lui, s'il accepte de poser un isolant sur un autre, c'est qu'il accepte le support. Et du coup, c'est sa responsabilité. S'il y a un souci par la suite, Ah oui. c'est sa propre responsabilité d'un travail qu'il n'aura pas fait les années précédentes de cet isolant de 6 centimètres. Après, d'un point de vue thermique, forcément, si vous posez 20 centimètres d'isolant en tout plutôt que 6, ce sera forcément mieux. Euh, mais, euh, mais plus on rajoute de l'épaisseur, moins l'effet est visible en fait. Donc attention, ouais. Ça, faudrait voir le contexte global de la maison. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres travaux plus abordables qui seraient plus prioritaires? Surtout si vous avez une façade aujourd'hui qui est en bon état avec un isolant qui est en bon état. Ça mériterait réflexion approfondie. T'as vu d'autres questions, Non, non, le Laurence? reste, Non. j'ai répondu.
On continue sur les interfaces avec les autres travaux. Donc tout à l'heure, on a vu un raccordement entre l'isolation du plancher des combles et l'isolation des murs par l'extérieur. Ben là, on le voit ici, par exemple, ça c'est un schéma qui montre que ça n'a pas été fait. Les petites frisettes à l'extérieur, ça c'est un point qui est non négligeable. Ne pas arrêter l'isolant à la frisette. Ça demande vraiment à monter jusqu'à la charpente. Ensuite, un détail, lorsqu'on a un appentis, par exemple, ou une avancée de toit, ben, l'isolant, c'est bien de pouvoir redescendre l'isolant. Donc, on est sur le dessin du milieu. Redescendre l'isolant de la façade, qui puisse rejoindre l'isolant qui est sur la partie toiture. Si c'est juste un appentis extérieur non chauffé, etc., l'idéal, c'est de venir traverser la toiture, enlever plusieurs rangées de tuiles, remettre l'isolant et remettre les tuiles après avec un solin. Le solin, c'est le petit qui est schématisé en noir, là. Une bavette, quoi. Et là, ben, une jonction entre l'isolation par l'intérieur et l'isolation par l'extérieur. Là, il faudra bien qu'il y ait une jonction au niveau des chevrons pour envelopper que les deux isolants puissent être raccordés. Oups, voilà. Deux isolants des rampants de toiture et de l'isolation par extérieur. Donc ça, c'est un guide, ça, c'est des petits schémas qui viennent d'un guide qui s'appelle, c'est l'ADEME, qui fait plein de petits guides techniques qui sont abordables à tout le monde, accessibles à tout le monde, pardon. Et vous tapez guide ADEME, point de vigilance, rénovation étape par étape, et vous avez tout plein de petites choses. C'est quelque chose qu'on peut vous envoyer si vous nous contactez. Ensuite, les niveaux de performance à cibler. Donc la performance, bah, ça va être la manière de faire les travaux, mais aussi la résistance thermique. La résistance thermique de l'isolant. Donc l'enduit doit bien afficher clairement la résistance thermique de l'isolant. Le minimum, ce sera un R supérieur à 3,7. Ce R, donc résistance thermique, plus la valeur est grande, plus ça isole. Donc le minimum, vraiment minimum, hein, c'est ce que exigent les aides de l'État. Donc c'est R de 3,7. Nous, on va préconiser de cibler une valeur R égale 5. Il y a des aides du département qui existent, alors, tout dépend des profils. Eux, ils exigent une résistance thermique supérieure à 4. Ouais, donc nous, on va conseiller de cibler R égale 5, dans la mesure du possible. Ouais, ce qui équivaut à peu près à 1 cm d'isolant type laine de bois. Au niveau administratif, donc ça demande une déclaration de travaux au niveau de la mairie, enfin du service urbanisme en tout cas. Et ensuite, il y a des aides financières qui existent, qui sont en plein changement aujourd'hui. Ça va être difficile de s'exprimer là-dessus aujourd'hui. Ça change en janvier 2024 avec des conditions différentes, un autre dispositif. Pour l'instant, c'est pas confirmé. Voilà, c'est difficile de répondre à ce genre de questions aujourd'hui. Mais en tout cas, en aide financière, il y a l'aide de l'État, c'est ma prime rénov'. Ça va changer en janvier 2024. Il y a les certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est des primes à récupérer auprès des grosses entreprises, l'État qui oblige les grosses boîtes comme Auchan, Total, Leclerc, EDF. L'État les oblige à financer des travaux de réduction d'énergie. Et ces grosses entreprises vont racheter votre économie d'énergie. On appelle ça du coup les certificats d'économie d'énergie. Il y a quelques sous à récupérer avec des montants qui ne sont pas très conséquents. Ça avoisine souvent les 8 euros par mètre carré d'isolant. Ensuite, il y a le département de la Savoie qui sera pas éligible qui sera pas possible, pardon, pour tous les profils de foyer. Il ne faut pas dépasser un certain plafond de revenus. Donc, ils vont financer une partie de l'isolation par l'extérieur à condition de faire l'ensemble des parois et à condition de respecter une résistance thermique au moins supérieure à 4. Et il y a certaines communautés de communes également qui rajoutent quelques sous. Euh, la 3CMA, elle va financer. Donc, si vous faites partie de la 3CMA, il y a des financements possibles.
Donc ça, faut revenir vers nous hein, pour avoir les infos précises, sachant que les aides de l'État, donc MaPrimeRénov', pour janvier, on n'a pas les montants. Et puis le dispositif va changer, donc c'est pas évident aujourd'hui de s'exprimer là-dessus, sachant qu'on n'a pas eu le feu vert pour enfin, avec toutes les infos, quoi. Est-ce que ça a dégagé des questions avant de commencer son projet? Non, apparemment non. Je vois pas de main levée. Donc, pour commencer son projet. Alors, avant toute chose, nous, on vous conseille de contacter un conseiller. Donc, c'est un appel gratuit hein, sur notre numéro de téléphone qui va s'afficher sur la slide d'après, par mail aussi si vous souhaitez. Et donc, on va vous demander vos coordonnées. Ça nous permet de créer une fiche de contact chez nous pour le suivi du projet. Euh, et du coup, oui, on a deux services. Effectivement, j'ai pas précisé au début, mais on va faire du conseil pour les maisons individuelles, mais aussi pour les copropriétés. Si vous êtes copropriétaire dans un immeuble, euh, vous pouvez solliciter votre conseil syndical et ensuite le conseil syndical pourra revenir vers nous, euh, s'adresser à notre service copropriété pour accompagner la copropriété dans les travaux de rénovation. Donc, autre recommandation, bah, nous on conseille de faire de consulter plusieurs artisans afin d'avoir des avis différents. Des fois, c'est aussi le rapport humain, hein, les personnes avec qui ça le fait et d'autres avec qui ça le fait pas. Une histoire de budget, certes, oui, mais ça permet aussi de voir si un artisan a bien proposé l'isolation des tableaux de menuiserie et pas l'autre. La réaction lorsque vous dites qu'il faut qu'il prenne contact avec le menuisier, voilà, c'est des choses comme ça. Donc, non conseil de faire au moins 2 ou 3 devis pour avoir des artisans qui vous correspondent. Et surtout, ne pas signer le devis avant d'avoir fait des demandes d'aide. Les demandes d'aide se font avec des devis non signés. Il ne faut pas être engagé dans les travaux. Et du coup, ne pas avoir commencé les travaux sans l'accord des financeurs, des aides financières. Et puis, un principe de base aussi qu'on propose, c'est de ne pas répondre au démarchage téléphonique pour éviter toute arnaque ou, ou toute proposition alléchante qui sont souvent beaucoup trop alléchantes. On arrive au bout de ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions qu'on n'aurait pas, ou des sujets qu'on n'aurait pas abordés? Ah, alors Pierre-Louis, vous avez bien le micro ouvert. Par contre, vous avez une voix de mignon, une voix de robot. On n'entend pas. Oh, je suis désolé, on n'entend pas du tout. On n'entend pas du tout, du tout. C'est une voix robot, on comprend pas un mot. Je suis désolé. Peut-être poser la question par chat à Nathalie. Petit souci avec le micro. Je suis vraiment désolé, Pierre-Louis, on n'entendait vraiment pas du tout. Est-ce que tu as des questions sur le chat, Nat, ou... Non, sur le chat. Si. Documentation ou livre à recommander pour approfondir le sujet. Alors, si vous souhaitez faire les travaux vous-même, contactez-nous. Et après, des livres, oui. Après, il y a Le livre de Samuel Courget est pas ouais, mal. ouais. Mais bon, Après, c'est un peu une grosse Bible, quoi, hein, c'est... ouais, il y a des livres très techniques comme ça. Il y a toute une série de livres
C'est les éditions Terre Vivante, par exemple, qui font ça. Mince, c'est pas Bacti Actu, c'est un autre, un éditeur de livres. J'ai plus en tête comme ça. J'ai Sur l'ADEME aussi, sur le site de l'ADEME, l'ADEME, tout simplement. il y a beaucoup de ressources. C'est gratuit et il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de liens, ils ont fait pas mal d'études. Donc, sur le site de l'ADEME, oui, vous pouvez trouver des informations. Mm. Thomas nous demande combien coûte une étude énergétique d'une maison individuelle. Ça dépend, qu'est-ce que vous entendez par étude énergétique? Mm. En fait, il faut dissocier. Il y a des études thermiques qui existent. Ça, c'est pour faire, lorsqu'on construit une maison, il y a une étude thermique RO 2020, par exemple, ou RT 2012 autrefois, qui permet de valider le projet pour que le projet soit bien aux normes actuelles. Donc ça, c'est dans le cadre de la construction. Ensuite, aujourd'hui, lorsque vous vendez une maison, il y a un diagnostic de performance énergétique, un DPE. Ça, j'ai pas trop l'ordre de prix. T'as une idée, toi, Nathalie, ou pas? Pour les DPA, Ouais, faut bien compter entre 400 et 500 euros, mais ça ouais, dépend de la taille de la maison, hein, bien évidemment. Mais ouais. voilà, pour une maison, hein, je ne parle pas d'un appartement, mais pour une maison, je pense qu'il faut bien compter 400 euros quand même. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est dans le but de vendre une maison, souvent. Ça, c'est juste le DPE, hein, voilà, Mm. c'est pas un audit. Et ensuite, il y a l'audit énergétique qui fait partie, c'est une étude thermique, hein, ils vont faire des calculs thermiques. Euh, et donc, un audit énergétique, là, on est plus proche de 1500, 2000 euros. Il y a un audit énergétique, c'est un calcul qui est censé être plus précis, avec des préconisations de travaux, avec également une budgétisation des travaux et une estimation des aides financières possibles. Alors, j'espère que ça a répondu à votre question, Thomas. Pierre-Louis n'a pas posé la question dans le chat, du coup. Zut. Non, j'ai pas eu de retour. Ah, si, il y avait une question tout à l'heure. Vous parlez de volets roulants. Les volets bois peuvent-ils être maintenus, déportés du fait de l'isolant? Oui, tout à fait. Il y a des artisans qui vont proposer des plots qui permettent de fixer les volets bois et les déporter de la paroi. Ah oui, désolée, en fait, j'ai répondu directement. J'ai pas Ah, répondu à d'accord. tout le monde. C'est pour Ok. ça que tu n'as pas vu la réponse. Alors, Et s'il y a changement enfin, si vous avez des volets bois, enfin, alors là, pour moi, là, c'est un avis personnel. L'impact thermique des volets, il n'est pas monstrueux hein, sur une habitation. Sauf si vous avez des vieilles fenêtres simple vitrage avec de l'air qui passe à travers. Là, oui, là, le volet, il va avoir un impact, puisqu'il va freiner le passage de l'air. Mais sur sur une maison qui est déjà bien isolée, avec des menuiseries performantes d'aujourd'hui, le volet bois, il sera pas inintéressant, hein. Vous n'allez pas gagner en installant un volet roulant. Et pour rester sur le thème de la sobriété, un volet bois, ben, c'est du matériau bois et ça tombe pas en panne. Alors oui, ça demande de l'huile de coude, on est bien d'accord, mais ça tombe pas en panne. Quand vous avez une coupure d'électricité, vous pouvez sortir de chez vous. C'est plutôt pas mal. Vincent demande le délai de réponse en moyenne entre les demandes d'aide et les retours. Donc là, je pense, Vincent, que vous demandez quand vous déposez votre dossier, en fait, il y a plusieurs étapes dans les aides financières. Donc vous allez déposer votre dossier avant la signature des devis. Et là, en général, ça va assez vite. En quelques jours, on va dire maximum une dizaine de jours, vous avez l'accusé de réception de votre demande de votre dossier, de votre demande d'aide. Donc là, c'est simplement le financeur, le ou les financeurs qui vont vous répondre comme quoi votre dossier a bien été accepté et vous indiquer le montant des aides que vous pourriez toucher. Après, il y a une deuxième partie, c'est après avoir fait les travaux. Donc là, vous allez renvoyer la facture acquittée aux différents financeurs et c'est ce qui va déclencher le paiement des aides. Mais là, c'est vrai qu'il peut y avoir des délais. Normalement, c'est sous, je crois, un mois, il me semble qu'on avait vu.
Mais bon, voilà, ça peut aller plus loin et là, il n'y a pas vraiment de moyenne, à ma connaissance. Il n'y a pas Il y a, vraiment de il y a moyenne, des, hein. il y a des cas où les versements il se fait en 2 semaines. J'avais quelqu'un de mon entourage, ça s'est fait en 2 semaines. Et Mm. puis d'autres, en 2 mois, c'est toujours pas fait. Voilà. Ça dépend des périodes. Je pense que aussi, en fonction des périodes, s'il y a beaucoup de demandes, ben, les délais sont plus longs. Et surtout, si le devis est bien fait à la base, s'il n'y a pas de différence entre le devis et la facture, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment les aides de l'État, particulièrement, c'est très très carré. Il faut être très très carré dans la réalisation du devis. Et donc, nous, on peut vous accompagner là-dessus. Pour pas aller demander des aides avec un devis qui passerait pas et vous avez la réponse 30 jours après. Et du coup, il faut tout recommencer. Voilà.